Bon, on va commencer. Bonjour à nous. Donc, aujourd'hui, on va regarder un peu des trucs comme ça. Donc, le titre, c'est la somme des puissances de 2, ça fait moins 1. Et autre identité saugrenue. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui vous choque, qui vous paraît saugrenu dans cette égalité? Oui, quoi? Faire des positifs et que ça soit négatif. Ouais, on additionne des trucs qui sont très très positifs et puis à la fin on a moins 1. Ça c'est déjà surprenant. Un truc un peu intriguant peut-être, si on regarde un peu plus près ce qu'il y a dans le membre de gauche. Si vous faites la somme des puissances de 2, mettons jusque là, vous obtenez combien? 8 plus 4 plus 2 plus 1 15, ok. Donc si vous prenez les n premières puissances de 2, la somme ça va faire moins 1. 2 puissance n plus 1, moins 1. Et du coup tu voulais... Bon, on a une somme infinie qui a priori est égale à un truc fini. Ouais. C'est un peu étrange étant donné qu'elle a l'air de diverger quand même beaucoup. C'est ça qu'on était justement effectivement en train d'observer, c'est que si jamais je coupe à un endroit fini, ben, la somme des trucs que je coupe, c'est de plus en plus grand. Donc on aurait plutôt envie de dire à gauche que ça vaut plus infini. Et pourtant, bah, je vais essayer de vous convaincre que ça, c'est à peu près raisonnable. Et je vais vous présenter d'autres exemples de choses comme ça. Et normalement, si vous n'êtes pas parti avant, je vous dirais qu'en fait, ça existe vraiment par exemple en physique. On a des choses comme ça qui se produisent et qui sont en accord avec la réalité. Alors, on va commencer par regarder un exemple. Alors ça, c'est bon. Ok, on fait des petits paquets, puis ça fait 0. Mais si on fait des petits paquets autrement, ça fait 1. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Je ne mets juste pas les parenthèses vraiment. Et donc, si on veut manipuler ces expressions à gauche, là, il ne faut pas essayer de les comprendre comme des nombres. C'est visiblement pas des nombres parce que, en fonction d'opérations finalement assez naturelles qu'on a envie de faire, on va mettre des petites parenthèses en paquet comme ça, si jamais on voulait le comprendre comme un nombre, on aurait au moins deux manières de lui associer un nombre à ce truc. Et donc, comme objet, c'est pas un nombre. Donc il faut lui trouver un autre statut à cette écriture qui est à gauche. Donc ce que ça raconte, ces deux trucs, c'est qu'on va pas pouvoir faire n'importe quoi. Alors, pour être sûr qu'on parle vraiment de la même chose, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez quelle différence vous faites entre ces deux expressions? Si vous en faites. Oui? Oui, il y a une expression, on va y en termes. Ouais. Ok. Si je vous le mets comme ça, c'est peut-être plus parlant, non? En fait, ça c'est une opération. Et ça c'est le résultat de l'opération. Vous voyez, c'est comme si quand vous écrivez 4 plus 3 en maths, c'est comme si dans un ordinateur, vous mettez additionner 4 et 3, vous avez un appel à une fonction. Et il se trouve que l'appel à cette fonction va renvoyer 7. Mais vous voyez que si vous écrivez un code, il y a vraiment une différence entre ça et ça. Là, c'est juste le nombre, il n'y a pas besoin d'évaluer quoi que ce soit. Là, il faut faire un appel à fonction, il faut empiler des trucs. Ça va peut-être rejeter des exceptions, enfin, il y a des trucs horribles qui peuvent se passer quand on fait 4 plus 3. Mais ça n'empêche que pour cet exposé, et puis d'une manière générale, il faut bien saisir qu'il y a une différence entre ce 4 plus 3 et ce 7. 4 plus 3, c'est un truc qui fait quelque chose. Alors, on aurait plutôt envie de dire que l'évaluation de 4 plus 3, ça fait 7. On peut l'écrire comme ça. Et quand on écrit ça comme ça, on s'aperçoit qu'en fait, si on fait des paquets, ça continue à faire 7. Même si je fais des paquets avec plein de parenthèses, ça va continuer à faire 7. Okay. Donc ici, le problème qu'on avait sur la première slide, on n'a pas l'air de l'avoir ici. On peut faire des paquets dans tous les sens, changer l'ordre des termes, etc. Donc ça se démontre. En fait, c'est des trucs tellement évidents que vous n'en sauriez même pas à le démontrer. On vous dit depuis que vous êtes petit que c'est vrai. En fait, quand on a des sommes, sous-entendu des sommes finies,
qui sont des écritures. Il y a des chiffres avec des plus, des moins, des trucs, c'est une écriture symbolique. Mais on a tendance à l'identifier immédiatement avec le résultat d'évaluation, qui lui est un nombre. Et en fait, quand je dis sans incohérence, c'est qu'on va pas se retrouver comme tout à l'heure, si on se met à faire des paquets, à réorganiser les termes, on va toujours avoir le même résultat à la fin, on va toujours avoir 7, par exemple. Dans la première slide, on avait vu que quand on a des sommes infinies, ça peut mal se passer. On n'a pas le droit de faire, par exemple, des sommations par paquet. En fonction des paquets qu'on fait, on a l'impression d'obtenir des résultats différents. Alors, ce 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, on a envie de dire que c'est égal à quoi? On n'a qu'à demander ça. Qu'est-ce que ça fait si on met ça? Alors, est-ce qu'il y a une question un peu plus fondamentale que vous avez envie de poser à ce moment-là de la compétition? Est-ce qu'il n'y a pas une autre question qui vous vient tout de suite quand je vous dis on va mettre ça dans Python? Oui? C'est quoi les 3 petits points en fait? Ouais. C'est comment on code ça? Parce que les 3 petits points, ça, on se comprend. Vous avez un minimum de QI, vous avez 53, je suppose, donc vous êtes capable de deviner le motif qui va se répéter. En tout cas, c'est ça mon intention. Est-ce que vous savez coder ça? Vous pouvez dire représenter ça en Python, par exemple. Est-ce que vous voyez un moyen de traiter une somme infinie? De quoi? Une boucle qui additionne 1 moins 1 à l'infini. Ouais, alors on peut faire ça comme ça va revenir à faire ça. Sinon on peut même faire ça. Ouais, il y a une variable qui permet de savoir si c'est plus 1 ou moins 1 que je rajoute. Mais en gros, quand vous faites ça, vous faites 1 plus, okay, on appelle récursif, avec false, donc ça va faire moins 1 au tour d'après. Puis vous le rappelez avec trou, donc ça va faire 1, moins 1, 1, moins 1. Ça fait ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qui se passe quand on exécute ce truc-là? On n'a même pas 42 comme réponse. Le problème, c'est que c'est un appel récursif, vous le voyez bien, qui va jamais se terminer. Mais, néanmoins, ça, c'est un moyen fini d'encoder cet objet symbolique, a priori un peu abstrait. On peut l'écrire. C'est juste que quand on tape ça, après Python, il va avoir envie d'évaluer, donc de rentrer dans la boucle, et là, ça marche plus. Mais moi, j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui encode bien l'objet que j'ai. Alors, arrive le moment tant attendu. Donc je prends S, qui est cet objet-là, puis je vais lui rajouter 0. Je dis que c'est encore S. Puis je fais la somme. Puis quand je fais la somme, vous voyez, ça. Et à la fin, il me reste 1, visiblement. 1 plus que des 0. On a envie de dire que ça fait 1 quand même. Et donc on se retrouve avec 2S égale 1. Alors vous voyez, là je fais plein de trucs. Vous devez sentir un petit peu qu'on n'a pas le droit de faire des trucs comme ça normalement. Et c'est quand même ce qu'on a envie de faire. Et c'est un peu l'explication de pourquoi on a envie d'écrire cette égalité. Alors, j'ai écrit cette égalité, mais vous observerez ici que j'ai mis des guillemets parce que c'est un petit peu ce que je racontais au début. Ces objets, ils sont égaux dans le sens où on peut vouloir associer le nombre 1/2 à cette expression, mais ils sont pas identiques. C'est pas les mêmes. Et à gauche, j'ai une écriture symbolique infinie, à droite, j'ai un nombre. Okay, donc il n'y a pas identité. Mais on va dire qu'il y a une égalité, on va mettre un signe égal. Alors, on va essayer de généraliser ça. En particulier, on va essayer d'aller jusqu'à la somme des puissances de 2. Oui. Je veux pas. Enfin, ce qu'on a fait tout à l'heure avec les 2S. Ouais. Au final, ça revenait à la même chose que faire des paquets. Eh bien, pas vraiment. Où c'est que tu vois les paquets? Au final, on prend 1
par 1 les moins 1 et les plus 1. Ouais. Et l'additionne, ça fait 0. Et... Et ouais, mais tu vois, je fais pas des paquets au sein du même S. J'additionne deux S différents. Donc c'est pas la même chose que tout à l'heure. On a l'impression que ça revient. Et d'ailleurs, ça donne ni 0 ni 1. Le résultat, ça donne 1. Donc ça, on va en reparler. C'est effectivement, en quoi est-ce que ça, c'est un peu plus légitime, ou comment est-ce que je peux le représenter, ce truc-là. Pourquoi est-ce que ça, c'est une opération que moi, j'ai envie de l'autoriser. On va parler de ça maintenant, justement. Oui. Mais quand on ajoute le 0, en fait, on décale de 1, donc on a quand même le moins 1 à la fin, alors ça peut pas faire 1. Le moins 1 à la fin. Mais en fait, c'est ce qu'on disait sur les... C'est un motif qui va se répéter jusqu'à l'infini. Donc il n'y a jamais de moins 1 à la fin, justement. Et c'est là le truc. Il y a les mêmes motifs en haut et en bas. Ouais, et Une quantité de motifs. une quantité infinie. Tu as le même nombre de nombres entiers que de nombres pairs. Il n'y en a pas qu'un sur deux des nombres pairs. Il y en a autant, il y en a une infinité égale. Ce que là, ça a l'air de dire, c'est que même s'il y a une infinité égale de 1 et de moins 1, on a envie de dire qu'en moyenne, c'est un demi, quoi. On va vraiment y revenir là-dessus. Donc, je laisse en suspens toutes les questions philosophiques que ça ouvre, et je veux dire, les objections que vous êtes en train d'émettre, elles sont tout à fait recevables. On va juste essayer de développer une théorie qui permet de faire des manipulations sans tomber sur des incohérences, justement. Donc, on a vu, sur la première slide, que si on fait des paquets, ça donne des résultats incohérents. Donc, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les règles à suivre pour faire ça sans danger. Alors, pour généraliser un peu ça, on va introduire l'hôtel de Hitler. Vous avez déjà entendu parler de ça, peut-être. C'est un hôtel qui est jamais plein. C'est vachement chouette. Alors, il a une infinité de bungalows, de chambres. On les numérote. Et alors, pourquoi il est jamais plein? Parce qu'il y a quelqu'un dans chacun des bungalows. On dit à celui qui est dans le bungalow 0, bah, tu prends tes affaires et tu vas dans le 1. Puis celui du 1, on lui dit, bah, toi tu vas dans le 2. Et hop, ça décale, comme ça. Et il est jamais plein. On peut toujours décaler d'une chambre après, puisqu'il y a toujours une chambre après. Donc c'est un hôtel qui est jamais plein. Et donc, dans chaque bungalow, on va mettre des trucs. Donc soit il y a rien, soit on va mettre des zombies. C'est commode les zombies parce que je vais avoir envie de mettre des rationnels dedans. Et si on fait ça avec des vrais gens, ça marche pas. Vous arrêtez d'être des vrais gens assez vite. Donc vous voyez, dans le premier bungalow, j'ai 2. Celui-là, il est vide, donc il y a 0. Là, il y a un demi, moins 1, etc. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est un bungalow où il y a un demi-zombie dedans? Hein? C'est une bonne question, ça. Alors, le demi-zombie, effectivement, il est là. Mais effectivement, c'est quoi une chambre avec moins 1 zombie dedans? Quelqu'un a une réponse à apporter? Oui? C'est une chambre où si on met un zombie dedans, elle est vide. C'est ça. Elle devient vide quand on met un zombie dedans. C'est exactement ce que c'est moins 1. Si vous regardez dans les... Voilà, donc on va regarder comme ça des suites, on pourrait appeler ça, hein, des suites de nombres. On les met dans une des cases et puis on voudrait compter le nombre d'occupants qu'il y a dedans. Alors j'ai appelé ça la zombine parce que ça allait bien avec les zombies. Mais parce que je veux pas mettre la somme. Parce que vous voyez que depuis quand même un peu le début, j'ai l'air un petit peu hésitant à mettre des vrais égales, des trucs comme ça. Je vais pas appeler ça la vraie somme, j'ai appelé ça la zombine, on va voir pourquoi. Le terme somme, je vais le réserver à des situations assez particulières. Alors on va regarder un exemple. Si je mets 1 sur 2 puissance n dans chaque chambre, ben ça fait 2 en tout. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Si je mets 1 dans la première, 1 demi dans la deuxième, 1 quart, 1 huitième, si j'essaie de compter tout le monde, ben je me retrouve avec 2. Si on va remplir les 2 puissance n. Ouais, mais... Et du coup, on aura 2 puissance n fois 1 sur 2 puissance n. Ouais. Du coup, on aura une carte entière au final. Enfin, Ouais. C'est un peu ça l'idée. En fait, c'est l'idée d'Achille et la tortue. C'est le paradoxe exhibé par certains philosophes de l'Antiquité grecque. On attache Zénon à ce paradoxe-là. Qui dit quoi? Il dit que si Achille il veut rejoindre la tortue, il doit parcourir 2 mètres.
mettons. Mais pour parcourir ces 2 mètres, tu dois d'abord en parcourir la moitié, puis la moitié de ce qui reste, puis la moitié de ce qui reste, et ainsi de suite. Et ça rejoint une des remarques qui a été faite au début. Le paradoxe que voyait Zénon, c'était que il y avait une infinité d'étapes à faire. S'il veut aller de là à là-bas, il doit passer par cette infinité d'étapes à chaque fois. Conclusion, il n'aura jamais le temps de tout faire. Et Achille ne rattrapera jamais la tortue. C'est bien que c'est pas vrai, donc c'est un paradoxe de ce point de vue. Alors il y a plusieurs manières d'interpréter ce paradoxe, mais essentiellement, moi je trouve que sur le dessin on voit bien ce qui se passe, c'est le découpage en une infinité de morceaux qui est totalement arbitraire, qui est imposé par notre expérience de pensée, mais on a toujours un segment de longueur 2. Et donc si on fait la somme de tous ces bouts, on a vu. Mais c'est pas aussi facile de rejeter l'objection de Zénon, hein, en disant il y a une infinité de trucs, comment ça se fait que le résultat soit fini? Est-ce qu'on peut faire tout un calcul? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Malgré tout, il y a une infinité d'opérations à faire, ça prend du temps. L'ordinateur, il dit, non, là, je peux pas y arriver tout de suite. Alors il se trouve que sur cet exemple-là, on voit bien ce qui se passe, on est capable de donner la réponse de ce que ça serait la somme de tous ces trucs. Mais c'est pas toujours aussi évident de savoir ce que ça fait. Alors je peux proposer un autre exemple maintenant. Le même, mais en plus général. Je vais prendre un truc où je mets une suite géométrique, comme 1 sur 2 puissance n. Et alors, si je mets du x puissance n, donc 1 dans la première case, x dans la deuxième, x carré, x cube, etc. J'essaie de faire la somme de tout ça. Ça fait combien? Quelqu'un connaît ça? Non. Ça fait 1 sur 1 moins x. Alors, pourquoi? Parce que ce que j'affirme, c'est que si je prends s, qui est ça, si je la multiplie par x, ça fait ça, et ça, c'est exactement s moins 1. Allez, ça, c'est la même chose que ça, et je vais ajouter là. Donc, quand vous remettez les trucs dans le bon ordre, ça fait que s, c'est 1 sur 1 moins x, avec cette manipulation-là. Et vous remarquez qu'avec x égale 1,5, on retrouve bien ce qu'il y a au-dessus. Ok, x égale 1,5, j'ai donc 1 sur 1,5, ça fait 2. Donc dans ce cas particulier, ça marche pas. Alors maintenant, si je reviens à ma somme 1 moins 1 plus 1 moins 1, en fait c'est ça, mais avec x égale moins 1. Ça commence par 1 pour n égale à 0, c'est moins 1. Et donc si je mets moins 1 à la place de x, j'obtiens bien 1,5. C'est normal, c'est la même manipulation que j'avais fait avec moins 1 au lieu de x, mais c'était la même démonstration. Et alors pour en arriver à la somme des puissances de 2, je vais faire 2 puissance n. Donc x égale 2. Et si je fais x égale 2, ça fait moins 1. Ok, 1 moins 2, ça fait moins 1, et 1 sur moins 1 aussi. Oui. Il se passe quoi si je prends x égale 1? Et ça fait l'infini. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est l'infini. Et en fait, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut tout à fait axiomatiser cette théorie des sommes divergentes. Et il y a un moment donné où on démontre que, quelle que soit la façon qu'on aurait envie de trouver une zombine, pour celle où il n'y a que des 1, ça va toujours faire l'infini. Voilà. Donc ça, c'est le truc, on ne peut pas échapper à ça. Alors, on va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? On n'a pas le droit de prendre des gens un peu partout et de les mettre dans le même. On n'a pas le droit de faire des paquets. Ouais. Pas la peine, on reste dans son bungalow, on joue au rami avec mamie, ou des choses comme ça. Et puis surtout, on n'a pas le droit de dire moi je suis en 17, je vais aller en 23, le 23 il a qu'à aller en 3 milliards 512, et ça. Bon, on n'a pas le droit d'interchanger les bungalows. Ça aussi, c'est interdit. Alors on va voir pourquoi un petit peu après. Je vous montrerai un exemple d'un truc comme ça où la somme elle est tout à fait bien définie, mais en permutant les termes, on obtient un autre résultat. C'est un petit peu surprenant, mais c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on a envie de faire par contre? Qu'est-ce qu'on a envie d'autoriser? Qu'est-ce qui va rester comme opération? Oui. Et du coup, ça veut pas dire que la part l'addition est plus commutative? Il y a un truc comme ça. Si tu n'en échanges que 2, ça va. Mais si tu te mets à... ça va plus.
Alors qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de fusionner deux hôtels. C'était l'opération de tout à l'heure. On ne faisait pas des paquets, on prenait deux hôtels et puis on disait ceux qui sont dans la chambre 17 d'un côté et dans la chambre 17 de l'autre, vous mettez ensemble. Et donc on fusionne comme ça, chambre à chambre, l'hôtel, les deux hôtels. Donc ça on veut le faire. C'est ce qui correspond à l'addition en fait. Et on a le droit aussi de décaler les bungalows. C'est ce que je vous dis, l'hôtel il est jamais plein parce qu'on peut toujours dire à celui-là d'aller à côté et puis ainsi de suite. Donc ça, on s'autorise à décaler les bungalows de 1. On a envie de dire que ça va pas changer la somme ou la zombie. Alors on a aussi droit à autre chose, qu'on va pouvoir multiplier l'hôtel par des nombres, etc. Donc je vais introduire formellement les définitions de ce que on s'autorise à faire. Donc on a le droit de faire la somme de deux hôtels, comme je vous dis, chambre à chambre. Et 2 plus 1 ça fait 3, 0 plus moins 1 ça fait moins 1, 1,5 moins 1,5, la chambre elle est bien vide, et ainsi de suite. Ça on a le droit. Et comme je vous disais aussi, on a envie de pouvoir multiplier toutes les chambres par un certain nombre. En l'occurrence 3, 4. N'importe quoi, on peut multiplier par n'importe quelle ration. Oui. Il y a une raison pour laquelle on peut prendre que des rationnels et pas des réels. C'est plus facile à couper un zombie en deux qu'en racine de pi. C'est vrai. C'est ce que je m'étais dit. Mais il n'y a aucune raison. On pourrait prendre des nombres complets. Et donc, on a le droit au shift, on décale, et du coup, là, on a libéré la première, donc elle se remplit d'un 0. Donc ces trois règles-là, on les a déjà vues finalement. Ouais, j'ai introduit du vocabulaire avant, excusez-moi. Donc en vrai, parce que là on parle d'hôtel et tout ça, c'est un petit peu ésotérique par rapport à la dure réalité de nos cours. On parle de série en vrai quand même. On a une somme infinie qu'on écrit comme ça. Alors vous voyez que ce symbole-là, j'ai pas écrit de n égale 0 à plus l'infini. Ça j'y reviens après. C'est juste un moyen de dire que si mon hôtel il a Zn dans le énième bungalow, voilà, je vais le représenter par cette écriture symbolique. Ça c'est la série de termes général Zn. Ça c'est la nomenclature officielle, celle qu'on vous apprend à l'école. Alors, donc revenons sur cet exemple-là. 1 moins 1 plus 1 moins 1. Effectivement, quand je décale S, donc quand ce que j'ai appelé taux étoile S, je décale. Donc je rajoute un 0, j'ai le droit de rajouter ça et je dis que ça, finalement, c'est encore égal à S. Ça, je m'autorise cette identité-là. Et donc, maintenant, je fais la fusion de mes deux hôtels. Et à la fin, puisque je dis qu'en fait, je veux que la zombine de ce truc, ce soit la même que ça, je me retrouve à multiplier cet hôtel par 2 et dire que, quand je fais ça, j'ai un 1 en première case et que des 0. Et ça, j'ai envie de l'identifier avec le nombre 1. Donc, quand on fait ce calcul, on met en œuvre exactement les trois règles que je viens de vous dire. Et, quelque part, on s'autorise à faire qu'avec ces trois règles-là, et c'est déjà bien suffisant. Alors, ce qu'on va appeler une bonne zombine, il n'y a pas vraiment de bon terme, donc c'est quelque chose qui prend quoi? Qui prend des hôtels comme ça, des séries, et je lui demande d'être linéaire, c'est-à-dire que si jamais je compte la fusion des deux hôtels, je veux que ce soit la même chose que faire la somme de ce qu'il y avait quand j'ai compté les hôtels séparément. On a envie que ça se passe comme ça. Pareil, quand on multiplie par un scalaire, on a envie que ce soit linéaire. Et on a aussi envie que quand on décale les chambres et qu'on en rajoute une vide, ça n'en a rien changé. Donc on veut que ça soit égal à ça. Et on a envie aussi que si l'hôtel il représente un truc qui existe de façon un peu intuitive, comme tout à l'heure Achille et la tortue, là, vous voyez que vous aviez un hôtel qui était 1, un demi, un quart, un huitième, etc. On a envie de dire que dans ce cas-là, la zombine, ça va être égal à cette somme un peu naturelle, quoi, qu'on va avoir. Et c'est en particulier le cas si j'ai qu'un nombre fini de cases où il n'y a pas des zéros. Parce que là, on revient au premier théorème, qui est que quand on a qu'un nombre fini de nombres, on a envie de pouvoir faire toutes ces manipulations, ça. Voilà.
Ok, alors un peu un exemple de ça. Ben, il y a la notion de convergence, qui est celle qu'on vous apprend à l'école. On dit que l'hôtel ou la série est convergente si en fait, quand je compte jusqu'à la énième chambre, j'obtiens un nombre, et quand je fais tendre la énième chambre vers l'infini, là je prends de plus en plus de chambres en compte, ben, si à la limite, ça fait un nombre qui existe, ben, j'ai envie de dire que c'est convergent et j'ai envie d'écrire ce nombre sous cette forme-là. Okay. Et donc on va appeler ça la somme classique en fait, un petit peu intuitive, la somme qu'on vous dit, dont on fait le catéchisme dans les premières années de l'université. Donc par exemple, si on prend l'exemple de la série géométrique, elle converge si et seulement si x est de module strictement plus petit que 1. Et dans ce cas-là, sa somme on la connaît. Donc vous voyez que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est juste dire, ben, ici, quand x il est plus grand que 1, là j'ai une série qui ne converge pas dans ce sens-là, donc c'est une série qui diverge. Mais vu qu'on a cette égalité pour certains x, on va dire qu'on va la garder pour les autres. Okay, on appelle ça faire le prolongement analytique. Et donc c'est comme ça qu'on a obtenu par exemple la somme des 1 sur 2 puissance n. Et donc celle-là, au sens de cette définition, elle diverge. Parce que si je fais les sommes partielles, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, si je m'arrête à grand n, je vais avoir 2 puissance grand n plus 1 moins 1. Donc ça va tendre vers l'infini. Et donc en fait, la somme classique de la série avec les puissances de 2, c'est plus l'infini. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a discuté au début de l'exposé. Voilà, on a l'impression qu'à gauche, on a un nombre qui est très très positif, qui est très très grand, en fait, qui est plus l'infini. Donc au sens classique, c'est vrai, c'est plus l'infini. Mais moi j'affirme que cette égalité, elle est tellement jolie que j'ai envie qu'elle soit vraie même quand x, par exemple, il vaut 2. Et c'est comme ça que j'ai dit, ben en fait, quand x vaut 2, ben, ça va faire moins 1, parce que je reprends la même formule. Alors ça revient à faire ce qu'on appelle une sommation de Césaro, une sommation en moyenne. C'est ce que je vous disais, quand vous avez 1, moins 1, 1, moins 1, si vous regardez les sommes pour en n, ben des fois ça vaut 1, des fois ça vaut 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc en moyenne, cette somme, elle va faire 1,5, quoi. Vous avez autant de 1 que de 0. Si vous faites la sommation en moyenne, ça va faire 1,5. Alors il faut faire gaffe quand on fait ça. Si je fais la sommation de Césaro de ce truc-là, ce que je viens de vous expliquer, en moyenne, ça fait 1,5. Mais si j'intercale des zéros, du coup, vous voyez que une fois sur 4, ça va valoir 1, et 3 autres fois sur 4, ça va valoir 0, cette somme partielle. Vous voyez que vous n'avez pas le droit d'intercaler une infinité de 0. Et d'ailleurs, ça fait pas partie des opérations permises. Décaler tous les bungalows de 1 et les mettre tous sur des rangs pairs, par exemple, c'est une opération qu'on s'autorise. Et on a raison de le faire parce qu'en fait, ça donne pas le même résultat avec la théorie qu'on a envie de développer. Donc, évidemment, si vous rajoutez que 1 ou 2 0, ça change rien. Mais à partir du moment où vous tripatouillez une infinité des termes, ben là, il peut y avoir des trucs comme ça qui se produisent. Donc, on va faire encore des exemples qui vont nous servir. Si je prends ça, quelqu'un reconnaît ça? Ça va commencer par moins x, puis après il y aura x carré sur 2, puis après il y aura x cube sur 3, puis il y aura x4 sur 4. Ça rappelle quelque chose à quelqu'un, ça? Un DL 2? Ouais, il y a du log. C'est ça, il y a du log. Et on reconnaît le DL en fait. Et là, je suis en train de dire, je fais le DL à l'ordre infini, entre guillemets. Et donc là, on a à nouveau quelque chose qui, au sens classique, n'a un sens que si x est plus petit que 1. On vous apprend à l'école. Mais moi, je vous dis que, en fait, puisque cette formule est vraie, autant la rendre vraie tout le temps. Donc, on va, si par exemple,
je fais x égale moins 1, ben, j'ai envie que la somme alternée ici, la somme harmonique alternée, ça fasse ln de 2. Voilà, si je fais x égale moins 1. Et puis, soyons un peu plus gourmands. Si je fais x égale 1, ben, j'ai les 1 sur n plus 1. Ben, ça vaut l'infini, puisque j'ai ln de 0. En fait, ça vaudrait même moins l'infini, mais elles sont très pudiques, pas mis son signe. Et puis on peut être carrément gourmand si je mets x égale 2. Donc ici j'obtiens une série qui va être divergente au sens classique. La limite des sommes partielles de ça va pas exister. Vous voyez que vous avez du 2 puissance n qui est beaucoup plus grand que ce par quoi on divise. Pareil, ça va exploser. On obtient combien là? Si je remplace x par 2, ça fait quoi? Vous voyez ici j'ai pris x égale 2 là-dedans. Alors dans cette formule là-haut, ça fait quoi? Ok, et vous connaissez ln de moins 1? Absolument pas. Alors, est-ce que vous connaissez un nombre dont l'exponentielle fait moins 1? L'exponentielle pi. Bon, ben, vous connaissez le log de moins 1. Alors il y a exponentielle pi, mais vous savez que l'exponentielle complexe, elle est périodique. Donc je peux rajouter n'importe quel multiple entier de 2pi. Ça va quand même me donner un logarithme de moins 1. Et donc en fait, vous voyez qu'ici, cette formule-là, elle est pas bien définie. Elle dit juste que la zombie, si on applique le prolongement analytique de ce truc, ça peut être pi, mais ça peut être aussi 3pi ou moins 17pi. Voilà. Le choix est limité, mais c'est quand même un choix dans un ensemble infini, et il n'y a pas de raison d'en préférer une à l'autre. Mais ça, c'est des histoires de détermination, d'arcosinus, tout ça. Vous savez qu'on est obligé de faire des choix arbitraires, qu'il n'y a pas de raison de choisir une réciproque, une branche de la réciproque plutôt qu'une autre. Donc là, il y a une dose arbitraire qu'on ne sait pas résoudre avec cette approche-là. Donc ça répond pas à toutes les questions. Alors, je reviens sur cette histoire de réarrangement où si on mélange les bungalows d'hôtel, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais prendre une permutation sigma des entiers. Voilà, donc c'est vraiment ça. On a un hôtel et puis on réorganise les chambres, donc on permute les indices. Ça n'a rien à faire ça. Et donc j'ai appelé sigma étoile h le nouvel hôtel. Et la question, je fais que réorganiser les chambres, j'ai touché à rien d'autre. Est-ce que on va avoir égalité de ces deux trucs-là? Je vous ai spoilé un petit peu, la réponse va être non, hein. Et pas toujours en tout cas. Donc on prend un rationnel, mettons qu'il soit positif, ça va être plus simple. Et on construit le rélogement suivant. Donc on prend la série moins 1 puissance n sur n plus 1, alors je vais la réécrire, celle-là, là, moins 1 puissance n sur n plus 1, ça commence par 1, après j'ai moins 1,5, après j'ai 1 tiers, après j'ai moins 1 quart, plus 1 cinquième, moins 1 cinquième, etc. Oh, je me suis trompé. Je me suis trompé ici. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner d'abord les P premiers. Donc, celui-là, celui-là et celui-là. Les P premiers positifs. Et on va les écrire comme ça. Puis après, on va choisir les négatifs. Les Q suivants, ça va être les négatifs. Puis on recommence. Une fois qu'on a mis les négatifs, on remet des positifs. Puis on s'arrête pas de faire ça. Alors, quand je regarde le résultat de cette somme, ça converge au sens classique. Là, il n'y a pas de triche, je crois. Et le résultat, c'est ln de 2 racine de p sur q. Donc, je répète, vous partez des mêmes nombres. Et vous avez juste réorganisé la façon dont vous faites la somme. Et juste de faire ça, ça vous permet d'obtenir n'importe quelle valeur arbitraire. Parce que vous voyez qu'ici, p sur q, vous pouvez prendre comme vous voulez. Donc, à droite, ça va être un truc qui peut prendre des valeurs. En fait, là, c'est la version simple, mais on peut même faire converger. Si au lieu de prendre PQ, 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 on prend PN et QN avec PN sur QN qui tend vers n'importe quel réel, un réel, ben là, on va voir la racine de ce réel. Donc, on peut vraiment réaliser n'importe quelle somme, juste en réarrangeant les termes de cette série-là. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça hyper non intuitif. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça. On part de cette somme-là, qui fait ln2.
Et mettons, si je fais ça avec P égale 2 et Q égale 3, je vais prendre les deux premiers positifs et je lui enlève les trois négatifs. Les deux autres positifs, les trois autres négatifs. Et vous faites ça à l'infini, vous voyez que vous avez vraiment une identité, une bijouterie entre les termes du haut et les termes du bas, et pourtant le résultat n'est pas le même. C'est comme ça. Alors il y a un théorème que vous verrez peut-être, en tout cas ceux qui font des maths, ils vont le voir en L2, ou ils l'ont déjà vu du coup. En fait, c'est un théorème plus général qui est dû à M. Riemann. Vous prenez quoi? Vous prenez une série qui converge, non, qui converge au sens classique du terme, mais la série de ces valeurs absolues, de ces modules, elle va diverger. Ce qui est exactement le cas de ce truc. Ben en fait, quand vous êtes dans une situation comme ça, vous pouvez prendre n'importe quelle limite, vous allez pouvoir fabriquer une permutation telle que juste le fait d'avoir réorganisé les termes va vous permettre d'obtenir L comme résultat. Donc en fait, ça marche pas juste avec cette série-là, ça marche avec n'importe quelle série. Et je vais pas me lancer dans la démonstration, mais en fait, c'est vraiment simple et je vous encourage à regarder un petit peu, peut-être sur Wikipédia, la démonstration qu'il donne de ce théorème. C'est surprenant, mais c'est vrai. Ouais, j'ai encore un peu de temps, c'est bien. Alors on va passer un petit peu par la Suisse, parce qu'ils sont bien les Suisses quand même. Alors on va faire des trucs un peu plus... Ok, on va prendre maintenant des séries. Ben, on a déjà fait ça un petit peu, qui dépendent d'une variable x. Sauf que là, vous voyez, je lui mets du n factoriel. Et donc là, j'obtiens quelque chose qui va diverger dès que x est différent de 0. Ça, au sens classique, ça n'a absolument aucun sens. Ça diverge. Par exemple, là, on peut regarder, si je fais x égale moins 1, les premiers termes de cette somme, si je somme de 0 à grand N, ben, vous voyez, vous avez des choses raisonnables au début, et puis après ça s'en va. Donc elle diverge au sens classique. Néanmoins, il y a Euler qui a un petit peu fait comme ce qu'on a fait avant, qui a proposé une valeur pour cette somme. Alors comment il a fait? Il a fait la manière suivante. Il a pris ça et puis il a dérivé. Alors quand on dérive ce truc-là et qu'on ne se pose pas de questions, on dérive terme à terme, donc xn plus 1, quand je le dérive, ça fait tomber le n plus 1 et ça fait diminuer la puissance. Ben ça, évidemment, c'est n plus 1 factoriel, et du coup, ça, ben c'est celle de départ, mais au lieu d'avoir du xn plus 1, j'ai du xn. Et donc, en fait, ce truc-là, c'est s de x moins x sur x carré. On s'aperçoit que c'est égal à ça, avec un petit changement d'indice. Ben, j'ai du n plus 1 factoriel, donc si je veux le remettre en n factoriel, je vais avoir x puissance n moins 1, il va me manquer le premier terme. Ah, vous savez faire ça. Donc, si on fait une dérivation sans se poser aucune question, ben, on s'aperçoit qu'en fait, ce S-là, c'est solution d'une équation différentielle, puisqu'on vient de démontrer que x carré y', c'est y moins x. Et donc, vous avez une équation différentielle. Alors, je ne sais pas si vous êtes très très fort en équation différentielle ou pas. Mais celles-là, on sait les résoudre. Donc même sans être très très fort, vous dites, ah ouais, ça c'est une équation qu'on appelle linéaire, je sais la résoudre. Et effectivement, on peut la résoudre avec la méthode de la variation de la constante à variabilité. On sait faire ça. On peut vérifier que la seule solution de cette équation différentielle à gauche de 0, qui passe par 0, c'est celle-là. Et alors, c'est comme tout à l'heure, quand on était arrivé au 2s égale 1. On avait envie de dire que s était égal à 1,5. Parce qu'on a dit s, c'est solution de l'équation 2x égale 1. Donc c'est 1,5. Et là, je suis en train de vous dire, ce s-là, il est solution de cette équation. Donc, j'ai envie de dire que s de x est égal à ça. Et je vais l'affirmer. Et c'est ce qu'a fait Euler. Et en particulier, il a proposé cette valeur-là. Si vous faites la somme alternée des factoriels, qui est évidemment un truc qui diverge au sens classique, ben il a dit, c'est ça quoi, c'est la solution de mon équodif. Et puis il a calculé une valeur approchée de cette intégrale, et ça donne ça à peu près. Donc il propose cette somme-là, cette zombine-là, si vous préférez, au truc qui est écrit à gauche.
Alors, on peut, après, c'est pas lui qui l'a fait, c'est plutôt des travaux du XXe siècle, mais donner un sens aussi à la somme pas alternée, avec que des plus. Et là, c'est un petit peu comme le coup du log de moins 1 tout à l'heure, sauf qu'on n'a que deux choix possibles. Mais la théorie, je ne l'ai pas du tout expliqué, nous dit que une valeur raisonnable qu'on peut associer à ça, ben, c'est à peu près l'un de ces nombres complexes-là. Donc celui-là où sont conjugués. Ça, c'est pas eu. Mais c'est un petit peu les mêmes réflexions. Alors, vous voyez ici, là, typiquement, on a un raisonnement mathématique où, si vous écrivez ça sur une copie, vous allez avoir beaucoup de rouge et des ronds, comme notre. Parce qu'il n'y a rien qui est justifié. Il n'y a rien qui dit que j'ai le droit de dériver un truc qui converge même pas, c'est même pas un nombre. Comment je peux faire pour dériver ça? Voilà. Donc, il y a plein d'hypothèses qu'on doit faire, normalement, convergence uniforme, enfin, c'est des mots que vous avez peut-être entendu parler. Ben, en fait, Euler, lui, il s'est pas posé la question. En fait, il faut comprendre que ces sommes infinies, elles sont là depuis l'Antiquité grecque. Et du coup, tous les matheux se les cognent régulièrement à intervalles. Mais avant Cauchy, c'est-à-dire avant le 19e siècle, on ne se posait pas vraiment la question de la convergence, au sens classique. Ben donc, avant, puisqu'on ne se posait pas de questions, ben on faisait des calculs sans se poser de questions. Et puis Euler, il a le droit, parce que c'est Euler quand même. Vous n'avez pas le droit. Alors on va voir dans pas très longtemps, à la fin de l'exposé, que il a eu raison de faire ça quand même, d'une certaine manière. Alors, justement, on y arrive. Je viens de vous raconter des trucs avec des formules un petit peu saugrenues, comme j'ai dit dans le titre, mais en fait, il y a un vrai lien avec la prévision. Alors, Poincaré, qui a illustré la fiche d'aujourd'hui, a une citation qui est juste magnifique. Alors, je vous la laisse lire. Alors, j'ai mis un exergue, un petit peu deux, trois trucs, mais vous pouvez tout lire. Donc, ce qui est en vert, le coup des géomètres, c'est ce qu'on vous apprend. C'est le catéchisme de la série convergente, au sens classique, au sens de Cauchy. Sauf que, vous êtes bien mignons, leur a-t-on répondu, mais nous, concrètement, quand on fait de l'astronomie, quand on veut calculer des éphémérides, des trucs comme ça, on se pose pas cette question-là. On regarde si la série, si les deux, trois premiers termes, ça a l'air de converger, c'est bon. Physicien, quoi. Et en fait, pourquoi j'ai mis Henri Poincaré, pourquoi il apparaît sur la couverture? Parce qu'en fait, c'est celui qui, après Cauchy, a dit, mais en fait, c'est pas parce qu'elles ne convergent pas au sens des géomètres que c'est dénué de sens physique de faire ce que font les astronomes. Les astronomes le font parce que ça marche en fait, sinon ils ne le feraient pas. Ils ont d'autres soucis que la rigueur mathématique, mais ils ont quand même des soucis et des missions à remplir. Donc ils le font parce que ça marche. Alors on va prendre un exemple pour un petit peu expliquer ça. Okay. Donc convergence des géomètres, je regarde moins 100 puissance n divisé par une factorielle. Ceux qui sont des cracks en DL ou qui ont déjà vu des séries entières dans les yeux savent que ça c'est juste la représentation d'exponentielle moins 100 et que ça vaut une petite poussière. C'est pas très très grand. Alors maintenant je regarde la série, comme tout à l'heure, des n factoriel xn mais avec x qui serait moins 0,01. Okay. Ça là on a déjà dit elle diverge. Au sens classique, ça passe. Pour les géomètres, comme dirait Poincaré. Alors, en effet, si on prend un tableau de valeurs, des sommes partielles, pour celle qui est là à gauche, vous voyez que ça va finir par converger vers 10 puissance moins 44, mais ça va mettre longtemps à y arriver. En particulier, si vous additionnez les 100 premiers termes de cette somme, vous obtenez un truc qui fait du 10 puissance 41. Qui est pas tout à fait proche de 10 puissance moins 44. Donc vous voyez qu'ici, c'est typiquement la critique. Pour l'astronome, cette série, elle diverge. Ça fait 1, puis moins 99, puis 5000, puis je sais pas combien. Elle diverge cette série, c'est évident. Mais le géomètre qui voit plus loin que ça, dit non, attends, si tu vas jusqu'à l'infini, je te converge.
Par contre, l'autre série, qui est donc divergente pour le géomètre, et on voit effectivement qu'au bout d'un certain temps, ça commence à exploser, ben pendant très longtemps, ça a l'air d'être convergent quand même. À partir du 3 ou 4e terme, on a déjà un truc qui a l'air stable sur 6 ou 7 chiffres après la virgule. Je comprends, moi je suis ingénieur ou astronome ou quoi, je calcule ça, je calcule les 3, 4, 5, 6 premiers termes, je vois que c'est convergent, je dis c'est bon, c'est convergent. Alors j'ai mis un exergue le rang 100, où ici on avait l'erreur la plus grande, et là, ben, on peut considérer que c'est une certaine valeur, ça a convergé vers ça, même si après, ça s'éloigne. Alors le 100 que j'ai mis en exergue, évidemment, il a un rapport avec le 100 qui est à la puissance n. Et ça, c'est des choses qu'on sait démontrer aussi. Et que c'est bien au rang 100 que a eu d'un côté lieu le maximum d'aberration par rapport au résultat convergent, et ici la meilleure approximation de ce nombre s'obtient aussi pour le rang 100. Alors c'est quoi ce nombre en rouge? Ben, si vous vous souvenez, ce truc là c'est n factoriel xn. J'ai dit que n factoriel xn c'était solution d'une équadif que je sais résoudre avec des intégrales, et donc il n'y a pas de raison que je lui associe pas ça comme valeur, ok, comme a fait Euler. Donc ce truc-là, si je regarde, et que j'essaye de dire que ben, c'est l'intégrale de tout à l'heure avec le coefficient qui va bien, parce qu'on a pas pris n plus 1, on a pris n, etc. Si je calcule ça, une valeur approchée de ce truc, ben, j'obtiens exactement ça, qui est l'approximation au rang 100 d'une série qui est divergente. Et donc d'une certaine manière, c'est pas du tout couillon de dire que la série la divergente avec les 100 à la puissance n et les factoriels, tout ça, si jamais on doit lui associer une zombine, on a envie de lui associer ce nombre-là. Parce que c'est le nombre dont ça se rapproche le plus sur la partie qui a l'air convergente, et que ce nombre, il est égal à ce que ça nous donnerait de résoudre l'équadif. Alors pourquoi je vous parle de cet exemple et de la vraie vie? Ben, c'est parce qu'en fait, comme vous le savez, dans la nature, les objets suivent des lois. Et en physique, ces lois, en général, c'est des équations différentielles. Un petit peu comme celle qu'on a vue pour ça là. Et donc ça arrive en fait que dans la vraie vie, on tombe sur des séries divergentes qui sont solutions des équations du monde. Et alors le géomètre il dit, bah t'es con, ça diverge. Et le physicien il dit, non, non, je t'assure, ça converge. Ah, on additionne les 100 premiers et tu vas voir, ça converge. Donc, on a pu rencontrer ça dans des problèmes de mesure de frange d'interférence lumineuse, etc. C'est associé à Airy et la fonction d'Airy. Et Stokes a dit, mais en fait, si on regarde ça à l'infini, tout ça, bref, on a une série qui est divergente, mais si je coupe aux 3-4 premiers termes, j'ai un résultat pile poil avec l'expérience. Donc les étoiles, là, c'est des termes qui m'intéressent pas trop. Ça change pas la nature du n factoriel. En gros, ce qu'il y a dans les étoiles, ça change pas le comportement des trucs. Alors quelque chose d'un peu plus proche de nous, en mécanique quantique, il y a des calculs de moments magnétiques qui se font dans la limite classique où h bar tend vers 0, et ça, il y a des trucs un peu compliqués. Il y a une partie de la renormalisation qui sert à dire qu'en fait, les étoiles, c'est pas plus l'infini, mais que c'est des nombres. Et donc, les physiciens théoriciens, ils arrivent à calculer ces nombres-là, et effectivement, il y a du n factoriel qui sort comme avant. C'est un truc qui fait diverger. Alors, les nombres qui sont là, c'est des trucs qui s'obtiennent en regardant des boucles dans des diagrammes de Feynman. Ça prend, je sais pas combien de cœurs de machin pour faire des calculs pendant hyper longtemps, pour obtenir les 3 premiers termes. Donc, les physiciens, alors, ça c'était il y a 10 ans, donc maintenant ils ont peut-être un peu mieux, mais on ne sait pas calculer beaucoup plus que les 3-4 premiers termes de cette série-là. Par contre, la théorie nous dit qu'elle est divergente, au sens des géomètres. Ben, en fait, si on prend les 3 premiers termes de mu, on obtient un truc qui est en confirmation expérimentale. On n'a jamais fait mieux, même sur la chute de la balle de tennis sur la Lune, on n'a pas une aussi bonne précision entre la théorie et l'expérience. Et pourtant, on a juste coupé une série divergente, on a pris les 3 premiers termes, et ça peut paraître totalement surprenant. Enfin,
Enfin, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, c'est surprenant. En fait, au XXe siècle, on a vraiment compris pourquoi ça marche comme ça, et on a vraiment montré que c'est vrai. Que ces séries divergentes-là, si on s'arrête au bon endroit, ben ça va se rapprocher très 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 fort de la même solution, de la même équation différentielle, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à la réalité. Et enfin, on trouve aussi des trucs comme ça en théorie des cordes. Alors, c'est pas vraiment de la physique, quoi. C'est pas non plus de la métaphysique, mais c'est pas très très expérimental. Mais il y a un moment donné, ils sont obligés de donner un sens à cette somme infinie. Et cette somme infinie, pour ceux qui ont pu regarder, c'est juste la fonction zeta de Riemann évaluée en -1. Et il se trouve qu'on peut faire le prolongement analytique de la fonction zeta, et quand on revient en -1, on trouve -1/12e. Et donc ce nombre de -1/12e, interprété comme la zombine de ce truc, c'est quelque chose qui apparaît, je sais pas où, en théorie des cordes. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas juste un peu des fantasmes de matheux, ces trucs avec des sommes infinies, que jusqu'à ce qu'il y ait le père Larrigueur Cauchy qui arrive, les matheux se faisaient sans trop de problèmes, ils voyaient que des fois il y avait des manipulations qui étaient paradoxales, ils les évitaient, ils disaient non, je vais pas faire ça. Et pour le reste, ils disaient ça marche quand même. Et puis les astronomes s'en sont saisis, ça marchait, les opticiens aussi, les quanticiens aussi. Il n'y a pas de raison. Donc il faut comprendre que ici à l'école, on vous embête avec ces histoires de convergence au sens de Cauchy. Il y a un peu une espèce de fascisme là-dessus, et à juste titre. C'est-à-dire que ce cadre-là de la convergence classique des séries, ça vous protège et ça vous dit que vous avez le droit de tout faire là-dedans, comme dans le cas où ça converge, dans le cas où ça converge, ça va se comporter comme quand il n'y a qu'un nombre fini de termes. Vous allez pouvoir réordonnancer tout ça sous de bonnes conditions. Voilà, donc cette théorie, elle vous protège, elle vous dit, vous n'allez pas faire de conneries, vous pouvez calculer comme d'habitude avec ces objets, ça va marcher. Mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres. Même si c'est vrai que ça a été une position qui a été prise pendant longtemps, en fait. À partir du moment où Cauchy a dit, ah non, c'est pas bien, ça a un peu influencé une partie des mathématiques. Alors c'est revenu au début du XXe siècle, je pense que c'est Hardy en particulier, dans la théorie analytique des nombres, qui a redécouvert en fait que les séries divergentes, ça contenait quand même de l'information, et ça pouvait donner des réponses à des choses qui nous entourent, même mathématiquement, pas juste dans le cas de la physique. Donc ça a été un peu redécouvert au XXe siècle, et on peut faire des choses super avec, mais vous voyez que les règles, elles sont un peu plus strictes. Il faut faire un peu plus attention qu'avec les objets convergents. C'est pour ça que, en sortant de cette salle, vous n'aurez plus le droit de penser à ce que je vous ai montré aujourd'hui. Juste des séries convergentes, c'est ce que les profs attendent de vous. Et comme je vous dis, ça vous protège, quoi. Mais ça existe. Des trucs divergents aussi, ça marche. Voilà, merci de votre attention.